Hélène Jabhana, j'ai commencé ma scolarité aux Comores. Donc, je suis partie en 2008 après l'obtention de mon bac pour la France, où j'ai commencé par une licence LLCE anglais par communication. Ensuite, j'ai continué avec un master en médiation culturelle avant de me spécialiser en développement culturel et valorisation du patrimoine. C'était un master qui portait sur la gestion de projets culturels et autour du patrimoine et sur différents aspects également. Et donc après 8 années en France, je rentre aux Comores en 2016. Je suis rentrée d'abord en premier temps en 2015 pour effectuer mon stage de fin d'études au CNDRS. Et puis c'était aussi pour moi l'occasion de voir un peu comment c'était que de vivre aux Comores dans le milieu professionnel, parce que je l'avais connu que dans le cocon familial. Et donc ce premier retour m'a permis de mieux me préparer pour un retour définitif en 2016. C'est une grande question. Moi, j'ai commencé à me définir comme étant une femme patriote assez tard. Assez tard, j'étais jeune, mais j'avais quand même 18 ans déjà, après 18 ans passés aux Comores. Mais je me définissais vraiment patriote une fois avoir quitté le pays. Je ne sais pas si c'est le même rythme pour d'autres, mais moi en tout cas, je me suis découvert vraiment patriote en me rendant compte que j'allais bientôt quitter le pays pour vivre à l'extérieur, continuer pour mes études. Et donc de là, je commençais déjà à m'intéresser plus à la langue, parce que je parlais plus facilement le français que le comorien, et en tout cas le Shungasidja, et c'était déjà une première étape dans mon cycle un peu de redécouverte du patriotisme, de réapprendre et de me réapproprier la langue. Et donc au fur et à mesure, ça a continué à l'extérieur, où je me rendais compte que des jeunes d'autres pays, des Guinéens, Sénégalais et autres, avaient vraiment cette fierté d'appartenir à un pays un tel ou un autre, et que ce n'était pas forcément le cas chez nous, Comoriens ou Comoriennes, qui avions plutôt ce rêve de vite quitter le pays pour nous épanouir à l'extérieur. Et donc dans ce dynamisme, moi je me suis dit non, j'allais essayer de faire le contraire. Et je me rends compte également à travers tout cela, notamment sur les différents engagements qu'on a pu avoir sur de considérer les Comores comme étant une unité avec 4 îles. Et dans ces 4 îles et dans cet engagement, j'ai pu me rendre compte un peu de la vulnérabilité un peu du patriotisme chez les plus jeunes. Au fur et à mesure, un peu le sentiment de désarroi, peut-être même de dégoût chez les jeunes qui ne rêvent que de partir parce que justement, ils ont cette impression que leur pays ne leur appartient plus et qu'ils ne peuvent plus décider, ou en tout cas qu'ils sont victimes peut-être à vie et qu'ils ne se sentent pas vraiment maîtres, ou en tout cas ils n'ont pas ce sentiment que ce pays leur appartient et qu'ils peuvent aider à le construire, ou en tout cas s'approprier sa construction. Et donc tout ce sentiment-là, justement, je pense aujourd'hui remet un peu en question le patriotisme chez les jeunes, et y a un sentiment aussi d'avoir toujours été un peu, disons, utilisé quand l'agenda, le calendrier est en faveur de cela. Et du coup, je pense que tout ça a fait que justement le jeune a tendance à perdre un peu ce sentiment de patriotisme, tout en sachant qu'il y en a aussi quand même, c'est plutôt le contraire, ils se rendent compte qu'il n'y a que pour relever le pays, et donc et du coup, même en ayant découvert l'extérieur, reviennent, ou d'autres ont tout simplement fait le choix de ne jamais partir et de consacrer leur vie aux Comores. Alors le patrimoine, on parle souvent on dit souvent que la culture est le parent pauvre un peu de nos politiques, et c'est quelque chose qu'on entend dans d'autres pays et les Comores ne font pas exception. Le patrimoine, moi je le vis comme étant justement une part de ce qui construit notre identité, et qui joue une grande faveur, une grande place également dans notre patriotisme.
et que c'est un peu dans la manière dont on préserve notre patrimoine qu'on voit aussi de quelle manière on chérit notre pays. Et aujourd'hui, les grands enjeux patrimoniaux aux Comores, ils sont nombreux parce que on a un pays où la culture de l'oralité joue une grande place. Pour autant, on a perdu un peu de ce patrimoine, que ce soit dans les légendes, les contes, où voilà, on a toute cette nostalgie un peu où on partageait les contes et légendes en famille avec les grands-parents. Et ça, je pense aujourd'hui, on commence à le perdre un peu. Donc on a un patrimoine, mon expérience du patrimoine, c'est déjà pendant les 2 ans auprès de l'UNESCO où j'ai pu voir un peu et côtoyer les différents... déjà une première fois au CNDRS, où j'ai vu dans quelle vulnérabilité se trouvait déjà notre musée, se trouvaient également les professionnels de la culture et du patrimoine, parce que c'est des personnes passionnées. Donc c'est vraiment de la passion, parce que ce n'est même plus la question de l'argent ou du salaire ou de l'indemnité, en tout cas ce n'est plus une question monétaire qui les motive, mais c'est vraiment cette passion qu'ils ont pour le patrimoine des Comores qui les maintient. Et donc, et déjà au CNDRS, donc cette première année en 2015, j'ai pu voir au musée des Comores des personnes qui ont consacré leur vie alors qu'ils n'étaient que considérés dans la fonction publique comme étant des agents d'entretien, mais qui connaissaient tellement de choses sur ce musée. Je veux dire, c'est son nom, c'est Maoulida. Maoulida, c'est une personne pour moi, c'était ma plus belle découverte au CNDRS. Et dans l'indice, c'était simplement l'agent d'entretien, alors que c'était celui qui connaissait chaque département, chaque objet, m'a appris leur nom, leur histoire, leur utilisation à l'époque, et même était aussi amené à les restaurer quand il le fallait, parce qu'il a un grand don pour la menuiserie et l'artisanat du bois. Et donc c'est une personne comme ça qui du coup, pour moi, représente un peu ces personnes qui ont une passion pour le patrimoine. Je me perds un peu dans les enjeux, mais c'est pour dire qu'il y a des personnes comme celle-là, pourquoi je parle de lui, c'est qu'il y a des personnes comme lui qui sont passionnées et qui ont donné leur vie pour le patrimoine, mais que malheureusement on n'arrive pas suffisamment à valoriser et à renforcer en termes de capacité pour qu'au final ils puissent vraiment prendre soin de notre patrimoine qui soit, là pour le coup, matériel. Et on ne peut pas parler de patrimoine aux Comores sans parler des sultanats. C'est un dossier qui date depuis très longtemps, qui est en cours d'attente déjà au niveau national, mais également par rapport au niveau aussi de la liste des patrimoines mondiaux auprès de l'UNESCO. Donc c'est un dossier, je pense, qui a été introduit bien avant que je ne sache marcher peut-être. Et à ce jour, ce dossier il a pris beaucoup de retard, mais il avance pas à pas. Donc on a plusieurs sites. On a pu voir par exemple le site Aïtsanga qui a été restauré en partie. Il y a également plusieurs autres sites qui sont vulnérables parce que justement on a beaucoup de difficultés par exemple par rapport aux droits fonciers et par rapport aux différentes normes dans lesquelles nos sites auxquelles nos sites doivent correspondre. Un site ne doit pas être surplombé en hauteur par un autre bâtiment. Donc, comment dire à la personne dans le terrain d'à côté a envie de faire une maison à 3 étages, de ne pas construire sa maison car juste à côté de chez elle il y a un sultanat. Donc, il y a toutes ces problématiques que rencontrent les professionnels du patrimoine qui, en mon sens, manquent un peu d'appui parce que le plaidoyer, ils le font. Je me souviens pendant ces quelques années en tant que coordinatrice et en dehors, les difficultés que c'était, les discussions que nous avons pu avoir avec le ministère de l'Aménagement pour prendre en compte toutes ces questions, mais les problématiques restent. Après, il y avait aussi bien sûr la question du professionnalisme, parce que la profession et les compétences, parce que quelquefois on donne des responsabilités à des personnes, mais qui ne maîtrisent pas le dossier, qui ne maîtrisent pas les techniques et tout le patrimoine, comme beaucoup d'autres secteurs, a ses exigences. Donc sans les professionnels du patrimoine, comment s'assurer que le pays respecte ses exigences? Et sans écouter pour autant les techniciens en place depuis plusieurs années, comment s'assurer qu'effectivement le dossier du patrimoine des Comores puisse avancer auprès de nos partenaires internationaux? Donc c'est toutes ces problématiques-là. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que au niveau de la délégation des Comores auprès de l'UNESCO, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu un renouvellement d'équipe.
Il y a eu, donc maintenant on compte, en appui à l'ambassadeur l'imam Bachrafi, on compte quand même de jeunes Comoriens qui ont fait leurs preuves dans le secteur du patrimoine, qui aujourd'hui accompagnent le pays en ayant intégré la délégation. Donc j'espère que ça, ce sera une plus-value pour la longue route qui nous reste à parcourir. Je pense oui et non. Oui et non parce qu'en fait, tout est question de quelles limites on s'impose à soi. Parce qu'il est vrai que la société, à travers nos familles, notre entourage, nous transmet des normes et nous dit également où l'on doit se placer selon qu'on soit un homme et une femme. Mais on est quand même dans une société, quand on regarde, où la femme normalement a le choix, le droit de pouvoir prendre position, de participer à la vie publique. Mais peut-être la chance que moi j'ai eue, d'autres ne l'ont pas forcément parce qu'elles sont plus sujettes aux normes et à la pression familiale, etc. Mais tout en étant d'une famille où on respecte beaucoup les normes, j'avais quand même cette liberté de pouvoir militer. Mais je pense aussi que c'est peut-être, j'ai envie de dire, une flamme que j'ai en moi, parce que je ne dis pas que c'était facile tous les jours. Je dois le dire, mon militantisme, je l'ai découvert en partant encore une fois. C'est peut-être ce voyage en ayant découvert autre chose que le cocon familial a permis de débloquer plusieurs choses. Donc je découvre le militantisme en étant étudiante en France. J'intègre le syndicat des étudiants, donc l'UNEF. Et dedans, je fais un peu mes armes en fait, de militantisme. J'ai commencé ici déjà, mais vraiment de manière timide, dans le sens où, je ne sais plus en quelle année, je participe à la rédaction d'un journal du Kashkazi qui nous permettait de choisir déjà la thématique qu'on souhaitait aborder. Et puis à côté de ça, il y avait aussi une masterclass de théâtre. Donc j'ai commencé dans le théâtre avant de verser dans le journalisme. Et journalisme, déjà à l'époque, on a choisi de parler de la pédophilie. Et du coup, c'était aussi de casser un peu, de ne pas avoir cette image propre et lisse, mais de dire justement qu'en étant des jeunes, on pouvait dire ce qu'on pensait et livrer notre analyse peut-être innocente et naïve de la société, mais qui n'était pas pour autant fausse. Et donc le militantisme, je le renforce, on va dire, à l'extérieur, où voilà, on nous apprend à prendre la parole devant un amphi de 500 personnes, on nous apprend à porter la voix, on nous apprend à débattre et à argumenter et à avoir notre propre idée et à arriver à la défendre et à réussir, ou en tout cas à essayer de convaincre la personne en face de soi, même si cette personne a des idées totalement opposées aux nôtres. Et donc ça commence comme ça, et puis à un moment j'ai eu le déclic de me dire mais je suis en train de militer pour les droits des étudiants, certes, en France, avec beaucoup de droits déjà en acquis, mais qu'en est-il des Comores et qu'en est-il de la jeunesse comorienne, etc. Donc, tout ce filon fait qu'à un moment, en étant en France, j'adhère à Ngochao. Donc à l'époque, je découvre Ngochao à travers Samir, donc l'un des membres fondateurs, et j'intègre l'association Pas à Pas en essayant d'organiser des activités déjà de là-bas, et puis je rentre en 2016 et je continue mon engagement dedans. Mais dans tout ça, le fait que je sois une jeune femme n'est pas pour autant, enfin, ça ne me simplifie pas la vie, parce que je suis censée, après avoir quitté mon stage à 14 h, comme toute jeune femme comorienne, rentrer chez moi, regarder des séries peut-être. Enfin, je ne juge pas celles qui le font, bien sûr, mais un peu pour assurer, disons, la famille de se dire, elle est à la maison, elle fait à manger, après le stage, elle reste chez soi pour se préparer à être une bonne épouse. Donc j'ai un peu, disons, créé un peu certaines données de tout ça, dans le sens où j'ai réussi à imposer mon militantisme au sein de ma famille et du coup, étant une personne très discrète et muette, limite dans mon environnement familial, ils me découvrent militante et du coup, petit à petit, je gagne aussi le respect de mes oncles, de mes cousins et à tenir des débats avec eux, alors que souvent j'étais reléguée à
la jeune nièce ou la jeune cousine qui doit rester calme dans son coin, et petit à petit je découvre cela. Tout ça pour dire que je pense avoir eu la chance d'avoir osé petit à petit imposer celle que j'étais dans ma famille. Et c'est ce que je souhaiterais à toute jeune femme comorienne, d'assumer cela, d'assumer ses engagements, d'assumer ses idées, d'oser en fait, surtout oser, oser être soi-même. Et si ce qui vous transcende, c'est l'engagement, c'est d'œuvrer pour l'autre, d'y aller, parce qu'en soi, vous découvrez aussi vous-même dans ce combat. Et au fur et à mesure, votre famille, même si elle aimerait vous protéger ou vous laisser dans un carcan, petit à petit, vous arrivez à vous imposer et à vous défendre. Donc oui, pour répondre, ce n'est pas simple, mais il est nécessaire que chacune d'entre nous vraiment aille chercher au plus profond de soi cette force de justement s'engager et œuvrer pour l'autre, si c'est ce qui vous intéresse, ou en tout cas de faire ce qui vous semble bon pour vous-même et pour la communauté. Alors la question du genre, souvent déjà au Comores, on a tendance à penser qu'il est question de genre que quand il est question de femmes. On oublie que c'est surtout que ce qui fait le genre, la définition même de la notion, c'est la relation homme-femme dans une société. C'est également l'image, en tout cas la définition qu'une société veut donner de ce qu'est un homme et de ce qu'est une femme. Donc je disais un peu tout à l'heure, c'est souvent l'image de la jeune femme, c'est celle qui est voilà, posée, sage, douce, etc. Et l'homme qui doit être viril, avoir peut-être une voix tonitruante et qui s'impose dans les bains. Ça, c'est ce qu'on voudrait nous donner comme définition. Mais et cette définition, justement, elle génère plusieurs inégalités dans notre pays. Et il est justement question de plusieurs défis sur ce point que plusieurs ne veulent pas entendre, parce qu'on va souvent nous dire que la femme comorienne est une reine, est une princesse, et que dans tous les cas, grâce à la matrilinéarité, grâce à la matrilocalité, elle est dotée d'une maison et qu'elle devrait se sentir déjà très choyée, très chanceuse d'avoir ce droit-là. Mais cela ne doit pas non plus faire la négation des autres droits qu'on doit être en mesure de demander et de lutter pour. Parce qu'aujourd'hui, en termes d'inégalité, on ne parle pas non plus des travaux non rémunérés, des travaux rémunérés. Travaux non rémunérés, à savoir par exemple le soin des personnes âgées dans le domicile, ou encore on ne va pas parler des charges mentales. Aujourd'hui, toutes les charges qu'une femme doit assumer, en plus d'avoir cette ambition d'assurer au niveau de sa carrière professionnelle, c'est des choses qu'on laisse tellement comme étant actées, limite gravées dans la roche, et qui ne doivent pas changer. On ne parle pas du fait que peut-être nos positions, justement, que ce soit dans nos foyers ou autres, des hommes et des femmes doivent changer un peu pour s'adapter à ceux et celles que nous sommes aujourd'hui et ce que la société d'aujourd'hui nous demande. On ne va pas parler donc non plus du fait que en allant chercher l'eau, en allant chercher du bois de chauffe pour les jeunes filles ou pour les femmes, ça diminue le temps, pour les femmes en tout cas, pour créer une activité génératrice de revenus, ou pour les jeunes filles d'avoir plus de temps pour étudier ou pour d'autres, comparé aux hommes ou aux jeunes garçons qui ne sont pas pour autant face à ce genre de défi. Donc ça, on n'y pense pas souvent. On ne va pas non plus parler aujourd'hui, certes, de la matrilocalité et des maisons Maniarouli, mais aussi de tout ce qui est exigé derrière. C'est aujourd'hui, est-ce qu'une femme qui a certes sa maison, est-ce qu'elle a le droit aujourd'hui d'en faire ce qu'elle en veut, sans que ses cousins, ses oncles, son père, tous les hommes autour d'elle puissent porter leur voix sur ce qui est censé être sa propriété. On va parler également de la chance des femmes comoriennes d'avoir cette facilité d'accès au crédit, mais cette facilité d'accès au crédit, elle les rend vulnérables et précaires également, parce que bien souvent, quand on regarde, c'est des crédits qui sont sur gage, donc la propriété qu'elles ont de leur or ou de leurs biens est tout de suite mis
remis en question, tout de suite fragilisé par cet accès au crédit. Donc bien souvent, on va parler des différents avantages, mais on n'analyse pas jusqu'au bout pour se rendre compte que certains avantages cachent des inconvénients et il est temps en fait de les traiter. Donc dans tout ça, je n'ai pas parlé de la participation des femmes en politique et je dois le dire du recul qui a été enregistré par rapport à cette participation. Parce qu'on parle de la période contemporaine, mais bien avant, à l'époque des sultanats, à l'époque des fées, des Beja, on est dans le système féodal comorien. On a eu des dirigeantes comoriennes, on a eu des Wabeja et d'autres encore on entend souvent parler de Djombe Fatima. Et là, je reviendrai peut-être un peu sur notre patrimoine, c'est qu'en ne connaissant pas nous-mêmes notre histoire. On a cette négation du rôle de la femme dans l'histoire des Comores. Et ça, justement, en termes de création de modèles pour les jeunes filles, pour les femmes, pour pouvoir oser et aller briguer des postes de décision, on manque de modèles et ce n'est pas qu'elles n'ont pas existé, c'est qu'elles ne sont pas rendues visibles. Et qu'il serait temps peut-être d'avancer encore plus sur cela pour rendre visite ces modèles de femmes de pouvoir pour que les femmes de l'époque contemporaine puissent se retrouver et se sentir légitimes et ne pas se sentir comme étant des rebelles ou autres, d'aller briguer des postes de décision parce que leurs aïeux l'ont déjà fait. Donc là, on est sur une période vraiment avant, pré-colonisation, mais même pendant l'accès à l'indépendance, beaucoup de femmes ont pris part au combat de lutte pour l'accès à l'indépendance. Et dans l'époque contemporaine, on a fait un bond aussi en arrière. Entre deux mandats, on est passé de 3 femmes ministres à une femme ministre. On est passé, on nous parle d'une femme gouverneure, ce qui est certes oui un pas, mais quand on va analyser beaucoup plus, il y a plusieurs aspects sur lesquels on a eu un grand recul. Et pourtant, quand on regarde un peu plus bas au niveau des directions des sociétés d'État, il y a plusieurs directions techniques, directions opérationnelles qui sont occupées par des femmes. Je citerai par exemple la Sonélec, qui a une représentation quasi égale en termes de direction entre les hommes et les femmes. Mais c'est un exemple tellement microcosmique par rapport à notre pays tout entier qu'il est vraiment temps de se poser des questions. Ou encore, on parle de l'éducation et de l'accès égal des filles et des garçons à l'éducation, mais jusqu'à quel niveau? Parce que quand on regarde au bac, elles excellent, les femmes sont présentes. Première année d'université, deuxième année, à partir de la troisième année, on en voit de moins en moins. Est-ce qu'elles partent à l'extérieur? Est-ce que par la charge du poids du foyer et des dépenses familiales, elles abandonnent leurs études pour du coup avoir un emploi et aider à entretenir leur famille? Est-ce que du coup elles se marient et du coup entre l'équilibre familial et étudiant, est-ce qu'il y a des difficultés? Enfin, il y a plusieurs choses comme cela qui ne sont pas renseignées et pourtant qui sont vraies parce qu'on les observe et qu'on voit ces changements et que ça représente donc des défis qu'il serait temps d'adresser. Je dirais quels sont mes défis à moi. Ce serait déjà de contribuer à la collecte de données, parce qu'on n'a pas de données à ce stade. On a peut-être des données sur comment dire aujourd'hui que tel nombre de femmes ou tel nombre d'hommes ont suffisamment d'énergie, ont suffisamment d'eau dans leur ménage. Les données ne sont pas désagrégées par sexe, donc comment traiter les problèmes sans avoir l'information qui nous permet ensuite d'intervenir. Ensuite, il y a aussi ces données sur l'accès à l'éducation, etc. Mais aujourd'hui, il faudrait que chacun puisse contribuer, qu'on aille demander peut-être aux personnes de savoir à quel point la pression sociale et les normes sociétales ont influencé leur vie en bien ou en mal, et ensuite peut-être avoir un débat national ou au moins dans chaque commune ou autre sur sur les défis ou en tout cas sur les freins que les normes sociales imposent ou en quoi est-ce que ces normes sont devenues des freins ou des opportunités peut-être aussi pour les hommes et les femmes, et ensuite de trouver vraiment
d'avoir en fait, d'avoir une vision commune de ce que nous voulons demain. Parce que pour construire réellement une société durable, il faut que l'ensemble de la population soit pris en compte. Donc il serait dommage de mettre de n'écouter que les hommes, de n'écouter que les femmes, pardon, pour pouvoir avancer. Donc ce serait mon point. Et puis il y a aussi tout le volet des luttes féministes qui commencent de plus en plus à s'exprimer et à être visibles. Peut-être sur ce point de dire que peut-être que d'autres femmes féministes n'auront pas le même avis que moi, mais le féminisme, selon moi, certains aspects ne doivent pas être portés que par les femmes. Parce qu'il faut que les hommes s'inscrivent aussi dans ce qu'on appelle nouvelle masculinité, mais ce n'est pas si nouveau en soi, mais en tout cas de se renseigner sur le féminisme et comment le féminisme comorien peut s'exprimer. Mais pour mener ce débat, je pense qu'il nous faut à la fois des femmes, bien sûr, c'est les premières concernées, mais également les hommes, car ce n'est que comme ça qu'on pourra réellement avoir une avancée dans le pays sur ce point. Le jeu de l'aveugle. C'est-à-dire qu'il y a la cause des femmes, on a tendance un peu à partir sur certains avantages que nous avons et à faire la négation totale de tout le reste. Ça, et puis ensuite de dire peut-être qu'on manque d'analyse, qu'on manque de cadres de dialogue justement qui permettent ceux qui font les analyses et qui permettent un peu de voir les dynamiques de genre dans notre pays, de pouvoir s'exprimer pour réellement apporter des solutions. Pour l'instant, je pense qu'on joue un peu le jeu de l'autruche et qu'on ne veut pas voir les problèmes là où ils sont, là où ils pourraient se présenter, et qu'on va plutôt avoir cette tendance de dire que ce sont des faux problèmes. Mais, et à côté de ça, parler de développement. Mais comment œuvrer pour le développement sans pouvoir prendre en compte les situations de chaque personne qui compose notre société. C'est un peu un dialogue qui n'est pas cohérent selon moi. Et sur ce point, je pense que en fait, il nous faut plus d'analyse de genre, il nous faut plus de concertation, de consultation des femmes sur différents volets. Parce que quand on regarde, même quand on dit consultation nationale, les femmes qui sont présentes, elles sont muettes. C'est souvent les hommes qui vont parler, les femmes, peut-être presque par automatisme, vont plutôt être en retrait, se mettre sur des places en arrière et se cacher un peu, limite s'excuser d'être là, plutôt que de montrer que voilà, elles ont aussi des voix qui méritent d'être entendues et que dans tous les cas, elles ont une réalité, c'est-à-dire dans un même foyer, il peut y avoir un homme et une femme. Et je parle par exemple dans le milieu professionnel des enquêtes des ménages, que de faire une enquête des ménages en s'appuyant seulement sur le ou la chef de famille, c'est occulter l'autre partie des personnes qui vivent dans le même foyer. Donc il est nécessaire aujourd'hui, quand on fait des enquêtes des ménages, de demander, même si c'est un homme ou une femme qui est à la tête du ménage, de demander si c'est une femme qui est interrogée, si un homme peut parler également, pour avoir les deux réalités, parce qu'on est quand même deux êtres humains, et deux femmes ou deux hommes peuvent avoir une vision de la vie totalement différente, une vision de la vie quotidienne totalement différente, et qu'il est important d'écouter tout le monde pour pouvoir vraiment avoir une vision bien globale et bien commune. Donc également la cause des femmes est très peu audible, parce que est-ce que les femmes elles-mêmes se rendent suffisamment audibles, et est-ce que celles qui osent se rendre audibles ont le support de celles qui ne le sont pas? Et sans parler ensuite des hommes, est-ce que les hommes sont prêts à écouter les femmes? Est-ce que les femmes ne doivent peut-être pas forcer un peu plus cette audition et obliger à ce qu'on les écoute? Et donc il y a tout ça. Il y a la question de la sororité aussi qui pose question, parce est-ce que les femmes en elles-mêmes sont suffisamment solidaires? C'est tout ça. Est-ce que celles qui sont prêtes
porter le flambeau ont le soutien et gagnent de la force de celles qui n'osent pas le faire encore. On a toutes ces questions et souvent on parle de religion dans tout ça. J'aime beaucoup citer l'exemple d'Imam Bajrafi quand il parle de certains prêches qui sont assez masochistes et où il dit justement on fait le tri, certains de nos prêcheurs font le tri des récits prophétiques, des hadiths qu'ils vont nous raconter par le prisme de leur propre masochisme. Et de l'avoir entendu moi d'une personne comme lui, ça me rassure de me dire non, je ne suis pas folle d'être frustrée quelquefois d'entendre certains prêches, mais c'est vraiment la personne qui est chargée de la transmission, d'éduquer religieusement les personnes, qui ne le fait pas de manière neutre en nous éduquant, en nous enseignant le Coran dans sa totalité et en nous montrant l'ensemble des aspects, mais en faisant le tri exprès pour favoriser une société patriarcale et une vision masochiste des relations hommes-femmes. Et je citerai lui et je citerai le docteur Abdul Hakim, donc de l'université d'Imam Shafi, que j'ai rencontré pour lui poser des questions, notamment le lien entre la religion et ce que dit la religion et la participation des femmes en politique. Et lui m'a dit mais rien, enfin moi donc ce qu'il me disait c'est que lui ne prend pas position publiquement sur une chose que la loi n'interdit pas. Je reprends ses propres mots. C'est-à-dire que rien n'est écrit pour interdire la participation des femmes en politique. Donc pourquoi est-ce qu'il aurait à intervenir publiquement pour défendre le contraire quand les textes eux-mêmes parlent d'eux-mêmes? Donc lui, sa critique, c'était de dire les textes, les lois existent, ce qui manque, c'est leur mise en application. Donc je pense que c'est quelque chose, malheureusement, qui non seulement qui prend sens ici, mais qui peut prendre sens dans plusieurs autres aspects de notre société par rapport au dysfonctionnement quelquefois des machines judiciaires. Par rapport au plaidoyer sur le genre, je dirais que j'ai commencé déjà au sein de Gauchao en interne avant même de quitter la présidence. Parce que donc après avoir été chargée de communication pendant 2 ans, pendant le mandat de Aïta Medjaline, donc j'ai proposé ma candidature pour le mandat de présidente. Je n'ai eu personne en face de moi. Pourquoi? Peut-être parce que les membres, notamment les hommes, principalement, ne voulaient pas ne voulaient pas faire face à une femme. De certains, c'est ce que j'ai pu entendre. Mais c'était aussi un peu donc il y avait cette option-là, mais aussi l'option où je faisais un peu comme un accord et tout le monde était très ravi de ma candidature, etc. Et pendant tout le mandat, j'ai pu voir comment certaines jeunes femmes dans l'association se sont senties justement en légitimité de s'exprimer, de grandir littéralement. J'ai pu voir des jeunes femmes qui étaient vraiment très timides, très en retrait et qui, au fur et à mesure, prenaient vraiment leur aise et osaient défendre leurs idées, même avec des personnes. Enfin, on a une association justement où il y a des anciens et des nouveaux, et il y a un peu ce culte de l'ancien qui se retrouve un peu dans notre société. Et moi, dans mon analyse, l'association n'a pas fait exception. Donc, entre autres, pendant ce mandat, c'était aussi de faire un plaidoyer pour que les plus jeunes, notamment les jeunes femmes, osent s'exprimer et imposer leur opinion, leur avis, leurs idées face aux anciens qui avaient une meilleure connaissance de l'association. Et de leur dire qu'ils connaissaient mieux leur contexte que quiconque. Et donc, peut-être déjà sur ce point-là, le résultat, l'impact que j'ai eu, c'est de voir grandir justement des jeunes femmes dans l'association qui aujourd'hui ont vraiment parcouru différents échelons et aujourd'hui vont vraiment dans la réflexion et elles sont vraiment dans cette... elles se sont appropriées l'association, je dirais, malgré la présence des anciens et le
un peu imposant qu'il pouvait avoir. Ensuite, sur d'autres aspects, donc là c'est vraiment un focus sur autonomisation et leadership des femmes, donc ça s'est quand même exprimé, et je pense que l'association, en ayant eu déjà un premier mandat, c'était une présidente, c'était Karina Moualim, et je pense qu'on est dans une association quand même qui n'a pas de honte à se laisser porter par une femme, et qui au contraire m'encourage. Bon, moi, ça m'a laissé un peu sur ma faim de ne pas pouvoir me sentir vraiment en concurrence avec une personne en face de moi pour la candidature, mais effectivement, je me suis jamais, mon mandat, mon bureau était principalement composé de femmes, et on ne s'est pas forcément senti biaisé d'être des femmes, mais vraiment plutôt un peu comme on nous attendait un peu au virage, de savoir ce qu'on allait faire de l'association. Et je pense qu'on s'est plutôt bien sorti, parce qu'au final, on a laissé l'association avec des partenaires de long terme qui accompagneront l'association pendant au moins 10 ans. Et nous, derrière, c'est quand même quelque chose pour lequel on est fiers, d'avoir eu déjà un bureau majoritairement féminin et d'avoir réussi quand même sur plusieurs points. Et donc ça, c'est déjà un premier plaidoyer pour encourager le leadership des femmes. Et là, dans mes nouvelles fonctions, le plaidoyer, c'est aussi d'encourager plus de femmes dans des métiers qui ne sont pas traditionnellement féminins. Parce qu'aujourd'hui, au Comores, on construit beaucoup. On construit beaucoup, et quand on regarde les carreleurs, les maçons, tous ceux qui sont dans les filières de la manutention du BTP sont majoritairement des hommes. Et donc l'idée, c'est vraiment de construire tout un plaidoyer pour encourager plus de femmes à embrasser ce genre de filière, car elles sont vraiment porteurs et qu'il n'y a pas de fin de marché, entre guillemets, si je peux me permettre, parce qu'on est systématiquement en construction. Et de l'autre côté, c'est également sur des filières dans les STEM, donc tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, d'encourager plus de femmes dans ces filières-là, parce qu'aujourd'hui, on a un pays qui se projette sur des filières comme la géothermie, sur l'exploitation des fulgures, et tout ça, c'est des secteurs qui ne sont pas forcément, même dans l'environnement. Si ces femmes sont dans le pays, si ces femmes comoriennes sont présentes et qu'elles ont ce genre de compétences, manifestez-vous, parce qu'il y a un grand besoin de votre expertise, et on a aussi besoin de vous pour inspirer les plus jeunes, pour qu'elles osent vraiment s'orienter vers des secteurs porteurs comme ceux-là, et dans lesquels elles seront sollicitées systématiquement, que ce soit au Comores ou à l'extérieur. Donc voilà mon plaidoyer pour plus de leadership de femmes. Moi, je pense, il y a quelques années, j'ai pensé à une phrase, et du coup, moi, ça fait partie de mes statuts, c'est qu'une femme forte, c'est un pléonasme. Parce que pour moi, une femme, c'est forcément une personne c'est une force de la nature. Et donc, dire femme forte, c'est se répéter un peu. Et donc, à partir du moment où chacune d'entre nous, en fait, c'est une prise de conscience. Quand on n'a pas pris conscience de ce potentiel en nous, forcément, on va se laisser faire. Donc, à partir du moment où on prend conscience de cela, je pense qu'il n'y a rien qui nous arrête à part nos propres esprits, les limites que nous nous donnons nous-mêmes. Donc, voilà, mon plaidoyer, c'était vraiment se focaliser sur le leadership des femmes et faire prendre conscience à chaque femme du potentiel qui est en elle-même, et puis également lui dire qu'il n'y a pas de filière spécifique aux hommes, rien ne nous l'interdit à part nous-mêmes. Donc certes, oui, ça va jaser autour, etc., mais tant qu'on est convaincu soi-même que c'est ce qui va nous apporter du bonheur et un épanouissement sur le long terme, allons-y. C'est une association qui existe depuis 2006. Aujourd'hui, elle a environ 16 ans. On aime à dire justement, Ngochao a connu plusieurs présidences. La première, c'est Karina Moualim. Pendant plusieurs années, c'était Aït Ahmed Jalim. Également Aboukalim Hassani. Moi-même pendant 2 ans, presque 3 ans. Et ensuite Mouti Bali. Donc, pourquoi je cite les différents présidents, c'est pour montrer quand même qu'on a
on a réussi peut-être ce que, enfin je dis on, sauf que maintenant j'ai un peu plus, je me suis un peu retirée de l'association, mais c'est par habitude. Mais je pense que Ngoshao a réussi ce que peu ont un peu de mal à réussir, c'est cet enchaînement de présidences, que l'association puisse, en tout cas qu'on essaye de maintenir et de respecter les textes. C'est une association qui s'appuie sur 3 pôles, donc le pôle engagement citoyen, le pôle éducation et le pôle développement durable. Et moi par exemple par rapport au pôle engagement citoyen, j'ai toujours dit à mes camarades qu'il fallait qu'on soit des modèles, des exemples, pour se permettre ensuite de critiquer ce qu'il y a en face. Ngoshao a souvent eu cette image un peu de force d'opposition, mais parce qu'on a une grande difficulté à asseoir la force de la société civile dans notre société. Parce qu'on est forcément soit de l'opposition, soit du pouvoir, et qu'on a du mal à se rendre compte qu'il peut y avoir une plateforme au milieu de ces deux interfaces qui puisse avoir une voix qui soit neutre et qui défende le peuple et principalement la jeunesse, vu que c'est celle qui est principalement concernée dans Ngoshao. Donc souvent c'est assez compliqué quand il s'agit d'asseoir vraiment notre engagement, nos positions citoyennes, mais c'est aussi le défi de chaque mandat de montrer justement, de faire preuve d'intégrité et d'honnêteté déjà envers nous-mêmes et envers nos engagements, et de pouvoir se dire ce n'est pas par complaisance ni par opposition, mais tout simplement parce qu'il faut une voix pour parler au nom du peuple comorien, au nom de la jeunesse comorienne. Et donc Ngoshao, ça fait un moment, a été souvent très sollicité comme étant justement cette voix de la jeunesse et comme étant en mesure de faire une analyse de notre société systématique, sans influence, mais vraiment de manière très neutre, et d'intervenir sur différents sujets, que ce soit la santé ou même sur la gouvernance, sur les droits de tous, également, les droits humains, mais également sur notre fraternité, nos liens fraternels avec l'île de Mayotte. Le discours a changé parce que pendant un certain temps, c'était de dire que nous souhaitons le retour de Mayotte, mais cela ne peut se faire sans la volonté et l'engagement de la population de Mayotte également. Mais ce qu'on a réussi à faire, notamment pendant mon mandat, c'est justement de sortir du discours pour rendre ce lien vraiment le matérialiser d'une certaine manière. Donc on a pu rencontrer des jeunes de Mayotte à travers une plateforme qui s'appelle l'APO et échanger sur la manière justement de recréer ce lien, ressouder un peu cette fraternité entre Mayotte et les autres îles sœurs. Et également, Ngoshao, c'est l'éducation, c'est les salons d'orientation. On appuie au service d'orientation du ministère de l'Éducation qui est assez faible. Et donc c'est la journée d'orientation qui a commencé déjà à Moroni, toujours dans cette philosophie, cette idée de vouloir toucher en dehors de la capitale et de vraiment créer, conscientiser le jeune comorien, la jeunesse comorienne de manière générale, qu'il appartient en fait à un groupe, à une unité qui sort de son carcan familial et de son village, de sa commune, de sa région. De sortir de là et vraiment de se dire je suis comorien avant toute chose parce que je suis des Comores et peu importe l'endroit où je me trouve dans ce pays, je suis chez moi et je dois contribuer au bien-être et à l'entretien de cet endroit. Et donc voilà, donc c'est vraiment ce qui motive Ngoshao. Et justement, cela se retrouve dans la journée d'orientation. Première année à Moroni, faculté des sciences à l'IUT. La deuxième année, on est allé à Willan Tsamihuli. Et cette année, de ce que j'ai compris, les nouveaux bureaux veulent organiser la journée d'orientation à Moélu pour donner autant de chance à tous les jeunes, peu importe l'endroit où ils se trouvent, d'avoir droit à cette information. Donc c'est un peu cet exemple-là, je pense, qui représente bien Ngoshao et la philosophie qui l'anime.
et vraiment tout le process que cette association veut mettre en cours et son idéal qui est justement de maintenir ce sentiment d'unité et de patriotisme auprès du jeune comorien et que cela se traduise par les différents pôles et les activités qui sont mises en place. En fait, la culture, on a un peu des difficultés par rapport à la définition même de la culture, parce qu'on a tendance à penser plutôt art moderne, à penser plutôt art plastique, enfin tout ce qui est plutôt contemporain, et de mettre un peu de côté justement qu'est-ce qu'on appelle folklore, parce que du coup le Touareg c'est quand même la classe, c'est un peu le conservatoire des Comores. Faute de conservatoire, plusieurs musiciens sont passés par les groupes de Touareg ou les groupes du quartier pour apprendre quelques notions de solfège et de notes de musique ici et là, avant de se définir soi-même comme étant plutôt, de définir soi-même son art et sa pratique. Maintenant, on peut se perdre un peu entre culture vraiment patrimoniale, identitaire, et cette culture qui est vraiment dans la créativité, dans ce qui anime un artiste et dans ce qu'il arrive à nous donner de par sa lecture de la société et le croisement de sa lecture de la société et de son art et de son interprétation et qu'on retrouve dans ses œuvres. Et souvent au Comores, on a un peu cette difficulté, peut-être déjà institutionnelle, parce qu'on a une direction qui est assez pauvre et qui du coup a du mal à accompagner les acteurs professionnels du secteur. Et justement, enfin je dis professionnels, mais on n'a même pas de statut d'artiste officiellement parlant au Comores. Il y a eu des initiatives qui ont commencé, mais à ce stade, qu'est-ce qu'un artiste? Quels sont ses droits? A-t-il droit à un régime de retraite, etc. Enfin, tout ça, ce débat a commencé mais n'a pas eu de réponse à ce jour. Dans le secteur, on a plusieurs partenaires qui nous accompagnent, notamment l'UNESCO. Il y a eu plusieurs avancées, notamment en lien avec la Convention 2005 de l'UNESCO qui se focalise sur la diversité culturelle et sur le statut de l'artiste. Donc ça, c'est aussi la Convention de 1980. Mais ces accompagnements, en fait, selon moi, ils sont restés un peu superficiels et qu'on n'arrive pas à vraiment avoir quelque chose qui soit bottom-up, qui vienne vraiment de ce qu'au niveau de la population, au niveau du pays, on aura réellement intégré de ces conventions qu'on a signées et de ce qu'elles doivent signifier, de ce qu'elles doivent apporter dans la vie des artistes comoriens. Aujourd'hui, il n'y a pas on n'a rien de cela. Il y a peut-être le CPI qui est là, mais vu les charges pour pouvoir s'enregistrer, il y a très peu d'artistes qui font le pas. Donc beaucoup d'entre eux aujourd'hui qui arrivent à vivre de leur art sont enregistrés à la SACEM, donc sont obligés de s'enregistrer à l'extérieur pour pouvoir vivre ici. Donc il y a des artistes et en plus aujourd'hui la culture comorienne est c'est assez compliqué parce qu'encore une fois, ça devrait déjà commencer de quel statut on donne à celui qui pratique et qui nous permet de définir ce qu'est la culture comorienne. Donc, parce qu'on peut se perdre entre la culture et l'identité, comme je le disais plus tôt, et aujourd'hui, tant qu'on n'a pas réellement de statut de l'artiste et qu'on n'arrive pas à créer un cadre qui puisse le protéger ou la protéger, ça laisse un peu le secteur dans un certain handicap en réalité, parce qu'il n'y a pas réellement de structure vers lesquelles s'adresser, il n'y a pas de structure pour déposer ses créations, etc. Donc, et en plus, quelquefois, on a l'impression que nos artistes, malgré leur talent et la reconnaissance qu'ils peuvent avoir souvent à l'extérieur avant le niveau national, du coup, souffrent un peu de tout ça. Donc la culture comorienne, c'est un peu le parent pauvre de notre pays, et qu'elle est un peu laissée pour compte, les ballottée entre le patrimoine et la culture comorienne, folklore, identité,
et on n'arrive pas trop à la définir, et les artistes se retrouvent un peu dans cet étau qui ne leur permet pas forcément de s'épanouir réellement nationalement et de dire réellement qu'ils sont artistes et qu'ils vivent de leur art. Il n'y en a que très peu qui, je vais peut-être citer Check MC, qui vivent ici, qui vivent de leur art. Peut-être également Zainou, donc Zainou Picasso, Napalo, mais il n'y en a pas beaucoup. Enfin là, je parle de... Il y a peut-être également Salim, donc la compagnie César, qui vit de son art, mais il y en a très peu qui arrivent réellement à... Du coup, nos artistes sont un peu des êtres hybrides qui sont pris entre un peu l'infantilisation de leur secteur d'activité, parce que tu es artiste et que tu es quelqu'un qui n'a pas de métier en tant que tel, et à qui on va te demander d'exercer. Je veux aussi Soumet qui est également dans les professionnels de la culture, et Siti Soraya. Et puis on va citer forcément les chanteuses, les grandes chanteuses, que ce soit Shamsia Sagaf ou Zainab Ahmed, mais peut-être elles ont réussi à vivre de leur art aussi parce elles vivaient un peu dans le pont, un peu à l'extérieur, un peu aux Comores, mais est-ce qu'elles auraient eu leur carrière si elles avaient vécu uniquement aux Comores? Ça, c'est la grande question. Mais tout ça pour revenir sur le fait qu'effectivement, je perds un peu le fil, ce que je disais, mais j'étais en train de dire voilà, qu'il y a ce statut, qu'il y a cet étau, mais qu'en fait ils sont un peu perdus et qu'ils sont infantilisés parce qu'on demande aux artistes d'avoir un vrai métier, un métier de bureau, un métier voilà, où ils vont avoir un salaire à chaque fin du mois. Et du coup, c'est un peu ces êtres hybrides pris entre leur passion et leur métier d'artiste et entre guillemets les métiers alimentaires qu'ils sont obligés d'avoir. Donc c'est un peu ça la réalité que nous avons dans notre pays. Du coup, je donnais une partie des réponses dans ce que je disais plus tôt. Mais effectivement, enfin, qu'est-ce qui nous différencie des autres sociétés? Je pense déjà ça, qu'il y a réellement une structure institutionnelle et législative, des codes, etc., qui respectent, enfin, qui constituent un cadre justement qui protège les artistes. Et donc, et par rapport à ça, justement, son statut, alors on a une loi du patrimoine, on a une loi portant le statut de l'artiste. Maintenant, il nous manque la mise en application, parce qu'on des lois, on en adopte plusieurs, mais le reste du mécanisme est souvent en suspens pendant de longues années. Et puis, l'enchaînement un peu de ministres. Déjà, souvent, je me souviens dans les consultations qu'on menait souvent dans le cadre des réflexions sur la Convention 2005 de l'UNESCO, souvent ce qu'on mettait en avant, c'est déjà un ministère des Arts et de la Culture qui est un peu laissé pour compte dans un ministère qui est en charge du sport, de l'insertion professionnelle, de l'emploi, de la jeunesse et des arts et de la culture. Et donc ça déjà, ça constitue un premier handicap. Parce que comment réellement apporter des solutions, comment réellement avoir une réflexion sur la politique culturelle du pays quand on n'a pas un ministère qui est vraiment... qui a suffisamment de force, suffisamment de temps pour vraiment prêter attention à la culture. Donc il y a ça, et puis ensuite il y a les lois certes qui existent mais qui ne sont pas mises en application. Donc loi portant le statut de l'artiste, mais il y a également tout plein de mesures qui doivent suivre la mise en œuvre de cette loi qui ne sont pas là. Le cadre et les statuts de l'artiste qui sont intermittents ou autres, il y a plein de choses comme celle-là qui ne sont pas définies, et comparé aux autres sociétés de l'océan Indien, on est loin derrière malheureusement. Donc, par rapport à ces points-là, on est encore bien derrière. Et puis en plus, les sociétés de l'océan Indien ont cette habitude de consommer la culture qui n'est pas que culture folklorique, musique traditionnelle, Torah. Pendant longtemps, et je pense encore maintenant, même ça commence un peu à changer, mais il y a encore cette image, entre guillemets, je me permets le terme, de Mzungu, quand on s'intéresse un peu à la culture autre que folklorique et patrimoniale. Et du coup, je pense que c'est quelque chose aussi qui est lié à l'éducation, parce que
la culture, ça s'apprend. Mais quand on sait que dans notre éducation de base, les cours d'art plastique commencent seulement au collège et que cela se résume à 1 heure par semaine pendant X nombre d'années, comment vous voulez éveiller la culture des enfants, enfin faire vraiment une éveil culturel du coup auprès des plus jeunes si on n'arrive pas à l'insérer dans l'éducation de base. Donc ça déjà, tout ça je pense que c'est quelque chose qui est à traiter, qui est voilà, enfin c'est un problème auquel il faut vraiment que nous puissions répondre. Et aussi la question du coup vraiment avoir une politique de démocratisation, d'accès au public empêché, éloigné. Donc il y a toutes ces approches qu'il faudrait qu'on puisse mettre en œuvre et qui pourraient du coup à la fois apporter des solutions par rapport à la pratique, d'encourager les artistes à la pratique et continuer à encourager la formation artistique de ceux qui ont déjà peut-être des talents, du potentiel et les encourager dans la professionnalisation. Je sais que le CCAC œuvre en cela. Il y a aussi des sociétés comme Nextes qui œuvrent en cela, en lien avec l'association des cinéastes. Il y a également le CNPA. Donc, en fait, il y a des bribes d'initiatives qui sont là, mais qui manquent en fait d'appui pour vraiment avoir de la coordination et du coup renforcer ces initiatives pour vraiment en faire des programmes nationaux qui demain permettront de vraiment démocratiser la culture. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment des initiatives ici et là. Il y a des jeunes cinéastes avec de nouvelles générations de cinéastes, de producteurs qui vont se former. Beaucoup sont autodidactes. Il y en a aussi, je pense aussi au laboratoire des arts, mais bon, ils sont quasiment plus là. Mais c'est essentiellement des jeunes qui essaient de s'encourager dans la création. Mais à mon sens, il faut vraiment qu'on mette en place des politiques culturelles et puis que nous-mêmes, en fait, chacun, par initiative privée, qu'on s'y intéresse, qu'on ramène chacun nos enfants pour justement veiller à cet éveil culturel et à leur éducation culturelle et voilà, pour pouvoir justement créer ce public de consommateurs comoriens, consommatrices. Oui, c'est une grande question parce qu'en fait il y a 2 aspects et c'est déjà les métiers du patrimoine. Enfin là du coup je vais vraiment prendre culture avec un grand C. C'est les métiers du patrimoine qui manquent beaucoup. Par exemple, enfin je sais pas, les tapis traditionnels, les madèles, comme on dit. Aujourd'hui, il y a combien de personnes, de jeunes qui savent les tisser? Je pense de moins en moins. Idem pour Erinba, pour la corde en fibre de coco. Avant, c'est quelque chose qu'on trouvait assez facilement et qui aujourd'hui est un peu, enfin, faisait un peu la loupe pour trouver la bonne dame qui fait encore ça. Donc, c'est quand même des métiers qui sont en perdition et qui, en mon sens, il est vraiment nécessaire de commencer à penser à de nouvelles promotions, faire du recyclage et former des jeunes en fait dans ces filières-là, parce que demain, si la fibre de coco n'est plus produite localement, est-ce qu'on va aller la chercher jusqu'à Dar es Salaam plutôt que d'en ouvrir une filière ici de production qui permette également aux jeunes que ce soit hommes ou femmes, qui puissent avoir une activité génératrice de revenus. Également, tous les métiers de la broderie, tous ces métiers du patrimoine qui, en mon sens, sont en risque de perdition et qu'il faudrait vraiment commencer à transmettre et à valoriser, parce que du coup, sans valorisation, personne voudra le faire. Et le mal, je pense, qui habite la jeunesse, comme je le disais plus tôt, c'est cet appel au départ. Donc ils sont tous en train de rêver de l'extérieur plutôt que de rêver de comment s'épanouir localement. Et donc déjà, ça, c'est un premier problème. Donc ensuite, sur un aspect plutôt culture, création, c'est
c'est assez compliqué parce que je pense déjà, enfin pas compliqué, mais il faudrait déjà commencer par faire toute une sensibilisation sur les stéréotypes. Il ne faut pas céder aux stéréotypes, il ne faut pas céder aux normes sociales parce que sinon nous n'aurions pas de Siti Touraya ni de femmes qui feraient de théâtre, et même pour les hommes parce que du coup une personne comme Sambla ou Soumette sont passées par bien des épreuves avant de confirmer leur engagement et leur métier d'artiste et de comédien. Et ils sont parlé, j'en citais 10 000, où je parlais de Nawal également, je parlais de Shamsa Sagaf. Donc toutes ces personnes ne seraient pas ce qu'elles sont si elles avaient cédé aux stéréotypes. Et donc déjà, je dirais oui, de veiller à valoriser ces métiers. Et puis ensuite, oui, tout simplement commencer peut-être par ouvrir des filières de formation et surtout leur donner une visibilité sur l'après, parce que l'angoisse peut-être qui habite les jeunes qui sont à l'Université des Comores jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je vais faire après? Combien sont diplômés? Et je n'ai rien contre et je ne dis pas que il n'y a pas de bon ou mauvais métier, mais combien sont diplômés, sont titulaires d'une licence ou d'un master et finissent par conduire des taxis pour arriver à joindre les deux bouts. Donc je pense qu'il faut déjà veiller à valoriser ces métiers et penser vraiment à consommer comorien et consommer local pour encourager que ce soit les métiers à tisser, les métiers du patrimoine, et puis vraiment veiller à préparer cette génération de consommateurs de la culture pour permettre de générer, de créer l'intérêt autour de cela. Et puis tout simplement aussi, je pense, en promouvant des modèles de réussite et de mettre en avant toutes ces femmes artistes, tous ces hommes artistes qui ont réussi souvent n'écoutant pas leur famille, mais qui ont réussi à se construire et aujourd'hui arrivent à vivre de leur art. Voilà, donc c'est tout cela. Je pense que ce serait vraiment ce qu'il faudrait faire, développer des filières, créer l'intérêt et la visibilité et valoriser, et puis promouvoir des rôles modèles pour pouvoir s'identifier et être en confiance par rapport à notre choix de métier. Oui, alors personnellement non, mais dans le cadre du travail, oui, de mener toujours ces réflexions sur l'engagement des femmes en politique, renforcer le leadership des plus jeunes et leur permettre de s'identifier auprès de celles qui ont déjà de grands parcours, pas forcément à l'extérieur, mais même nationalement, de rendre visibles ces femmes-là un peu oubliées, effacées, pas de leur volonté, mais du coup un peu de l'histoire. L'histoire souvent a tendance à oublier certaines personnes. Donc, ici, malheureusement, ce sont principalement les femmes qui ont été dans l'oubli. Et donc, du coup, promouvoir toutes ces femmes-là et puis créer l'occasion, un cadre de dialogue, de discussion sur pourquoi aujourd'hui pourquoi il semble plus compliqué pour une femme de s'engager dans les espaces publics et de prise de décision, et identifier ensemble comment permettre à de nouvelles générations de prendre les devants. Je pense que les associations sont un peu des fabriques de leaders, donc comment accompagner encore plus ces associations à fabriquer autant de leaders hommes que femmes, et il y a un constat général dans le milieu associatif, c'est qu'une fois qu'on est marié et qu'on commence à construire une famille, on n'est plus dans l'association. Donc aujourd'hui, comment faire cela? Donc oui, il peut y avoir du recyclage, donc les plus jeunes qui prennent la responsabilité et que les plus anciens partent, mais comment faire également que ce ne soit plus un frein à la participation des femmes, que ce soit dans le milieu associatif ou en tout cas dans l'espace public et à la prise de décision. Qu'on soit considéré autant, comme les hommes, parce qu'on a les mêmes nombres d'études, on a les mêmes capacités, les mêmes compétences,
Donc pourquoi est-ce qu'un changement de statut social devrait conditionner notre participation ou pas à la vie publique, à la vie politique. Donc, ça ne devrait pas. Et si le problème persiste, il faut commencer à se poser des questions, pas forcément de pourquoi les femmes n'arrivent pas à s'organiser, mais pourquoi les hommes aussi ne contribuent pas à la participation des femmes qui font partie de leur entourage dans la vie publique et politique. Pourquoi est-ce que ce serait forcément mon frère, mon oncle ou mon cousin qu'on ira chercher dans ma famille pour envoyer, pour encourager, pour motiver une candidature politique, et pourquoi ne pas venir me chercher moi, mes soeurs, mes cousines, mes tantes pour cela, alors que nous avons autant d'assises, autant de compétences, de capacités, de mobilisation et de gestion à gérer plusieurs responsabilités. Donc pourquoi ne pas aussi motiver les candidatures féminines, parce que souvent on a besoin de cette légitimité déjà familiale avant de pouvoir aller plus loin. Donc il faut que dans chaque famille on puisse voir le même potentiel que nous voyons en nos fils, qu'on puisse le voir également en nos filles. Et si c'est des questions liées à la dignité ou autre, une femme est tout autant digne qu'un homme, et ce ne devrait pas être les vices du jeu politique qui devraient empêcher une femme d'aller de l'avant et de vaincre et de lever les obstacles s'ils le sont, pour pouvoir arriver à tenir un poste politique ou dans la vie publique.